Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est le soutien et le support offert aux femmes. Ce support est offert cette semaine par Madame Nicole Ameline, ancienne ministre, députée et experte aux Nations Unies, que nous avons eu le plaisir de rencontrer durant sa très courte visite en Égypte actuellement. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame la Ministre, on voudrait tout d'abord avoir une idée un peu plus précise de votre profil, des postes que vous avez occupés, des thèmes qui vous préoccupent le plus. Je suis une femme politique française, élue depuis de très nombreuses années à l'Assemblée nationale. J'ai été ministre 3 fois et ambassadeur également auprès, je dirais, de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, où j'ai représenté la France. Et puis je suis aujourd'hui également experte aux Nations Unies. Et je suis peut-être et avant tout un peu égyptienne, puisque je viens très souvent ici. Vous savez que la France aime et aide l'Égypte, et c'est une fierté pour moi d'être là aujourd'hui. Le plaisir est pour nous. On voudrait, avant de rentrer dans les détails de votre visite et des projets que vous comptez entamer avec l'Égypte, on voudrait parler de la situation en France maintenant, surtout suite à ces attentats que tous les Égyptiens déplorent, puisque non seulement ce sont des actes contre l'humanité, mais aussi parce que nous aimons tous beaucoup la France et beaucoup d'entre nous ont sûrement visité et admiré la France et surtout Paris. Je crois que tous les cœurs et toutes les pensées étaient vers Paris, il y a quelques jours à peine, le 13 novembre. J'ai été très sensible, comme tous les Français, aux manifestations de solidarité de l'Égypte. Et votre président est à Paris aujourd'hui, ce qui nous fait chaud au cœur. Et aussi à la solidarité de la communauté internationale. Nous avons une guerre à mener contre la barbarie et qui a frappé au cœur tous les Français, qui a frappé la France pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une démocratie et un pays empreint de liberté et de culture. Donc nous sommes touchés, mais nous sommes debout et nous sommes tête haute pour lutter contre toutes les formes de terrorisme sur notre sol. La France a déclaré, bien entendu, comme nombre de pays, la guerre à Daesh, cet organisme ou cette entité terroriste que tout le monde combat. Et on voit que des progrès vraiment sont en cours, que ce soit de la part de la France ou que ce soit de la part de la Russie. Mais on voudrait savoir comment la vie se passe en France et à Paris actuellement. Et surtout la relation avec les Arabes et les musulmans qui sont résidents en France et même les Français qui se sont convertis à l'islam, puisque la France est un pays quand même qui compte beaucoup de Français parmi les pays, de musulmans parmi les pays européens. Alors, il est vrai que nous menons effectivement une guerre avec le soutien de la communauté internationale, puisque la résolution des Nations Unies est très claire sur ce sujet. C'est une guerre qui doit s'exprimer dans le cadre d'une coordination. Nous souhaiterions même une coalition avec les pays arabes, bien sûr, parce que ça n'est pas une guerre de la France, mais c'est une guerre qui est globale contre un ennemi qui est vraiment capable de la pire violence. C'est une guerre que nous allons mener en Syrie, bien sûr, et en Irak contre Daesh, mais en même temps, qui doit être, encore une fois, une démarche collective. S'agissant de la France, il n'y a naturellement aucun amalgame qui est fait. Il y a eu une expression assez forte et assez large de la communauté musulmane, ou en tout cas de membres de la communauté musulmane, de responsables religieux. Il y a eu des manifestations qui ont véritablement démontré la volonté, effectivement, d'être tous dans cette condamnation extrêmement claire d'actes qui ne sont absolument pas excusables et d'une instrumentalisation de la religion au profit, je dirais, de la violence. Alors j'ai fait il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale, comme je l'avais fait aux Nations Unies à New York, une manifestation bien avant ces violences, mais sur le thème femmes contre extrémisme, pour bien montrer aussi que les femmes, comme les hommes français, mais aussi plus généralement dans le monde, ne doivent pas accepter l'extrémisme sous quelque forme que ce soit. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un combat que nous partageons et que nous devons mener.
Il serait important d'éclaircir une certaine chose, puisque beaucoup d'étrangers ou de non-musulmans ou d'Européens mélangent un petit peu ce qui se passe entre le terrorisme et la religion musulmane, qui elle vraiment est une religion pacifique et qui appelle à la paix. Seulement cet amalgame se fait puisque, comme vous l'avez dit, les terroristes, ils font une instrumentalisation de la religion musulmane, et donc pour les gens barbus avec un fusil ou avec un revolver, ce sont obligatoirement des terroristes qui combattent au nom de l'islam. Est-ce que la population instruite, je vous dirais, ou qui a vraiment une connaissance de ce qu'est le terrorisme et de ce qu'est l'islam, fait la distinction entre ces deux choses? Le message est très clair de la part des autorités de la France et de la part de l'ensemble des responsables. Ne pas empêcher quelques groupes extrémistes. En tout cas, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas plus populiste. Mais le message est extrêmement clair sur le terrain politique. Et en tout cas, moi, je le porte de toutes mes forces. Et je crois que vraiment, c'est pour ça qu'il est si important que dans la coalition qui dénonce le terrorisme sous la forme de l'extrémisme, doit regrouper l'ensemble des pays, y compris musulmans. C'est très important dans l'image, parce que ça n'est pas effectivement, encore une fois, le combat de la France. C'est le combat de l'ensemble de la communauté, de ceux qui pensent qu'il y a un certain nombre de valeurs qui sont non négociables, notamment le respect de l'individu, le respect de l'être humain. Et j'observe que d'ailleurs sur le terrain des droits des femmes, les Daesh, ce qu'on appelle l'État islamiste, ne reconnaît pas les droits des femmes, et on voit bien que là il y a des signes de clivage tout à fait essentiels. Donc je pense que il est très important que nous soyons tous ensemble, mais sachez en tout cas que la parole publique en France est extrêmement claire, forte, déterminée et tout à fait convaincue, bien sûr. En fait, vous travaillez dans deux domaines clés pour éradiquer le terrorisme. L'un, les femmes, qui sont les mères, les épouses et qui élèvent les enfants. Et le deuxième, c'est l'instruction. Quand on est éduqué, nous sommes plus forts, nous sommes moins influençables, nous sommes autonomes. Et je pense que les femmes ont besoin de cela. Et le monde a besoin de cela aujourd'hui. Plus que jamais. Et j'espère d'ailleurs que, puisqu'en ce moment se déroule ce grand événement climatique sur le climat à Paris, qu'il y a vraiment un nombre de femmes suffisant. On ne peut pas envisager le monde nouveau sans les femmes. Ce serait même d'ailleurs une faute historique. De même qu'on ne peut pas envisager la paix sans les femmes. On ne peut pas envisager le développement durable. Il faut vraiment que les femmes soient actrices, de plus en plus. Et j'observe que les pays, y compris l'Égypte, continuent à faire des progrès sensibles dans ce domaine. Alors c'est vrai que l'éducation est probablement le moteur du succès. C'est le moteur du développement d'un pays et c'est aussi la vision la plus belle, vous avez raison, d'hommes et de femmes qui, éduqués, justement, ne sombrent pas dans certaines dérives. Donc il est très important de faire de l'éducation l'instrument de prospérité, de démocratie, de respect dont chaque pays a besoin. La France a mis du temps à ce que les femmes soient présentes en politique, donc je ne juge jamais pour réaliser des progrès. Ce qui importe, c'est d'aller dans le sens du progrès et de faire en sorte qu'à travers des mesures un peu clés, phares, eh bien, il y ait des prises de conscience. C'est comme ça que nous avons progressé dans tous les pays. Et de mon poste aux Nations Unies, je vois que les femmes, notamment ici en Égypte et dans cette région, sont formidables. Elles sont talentueuses, elles sont volontaires. Et il manque assez peu de choses, y compris pour des jeunes filles de quartiers pauvres, pour réussir. Donc l'idée que nous portons, c'est d'associer de très belles et de très grandes entreprises françaises installées ici pour être les partenaires de ce succès et avec le gouvernement de conduire des actions qui pourront changer un peu la physionomie des responsabilités.
Mais justement, ça c'est l'objet de votre visite en Égypte et vous avez en un an visité l'Égypte 6 fois. Donc on voudrait savoir votre agenda, les détails de ce projet, les responsables que vous avez rencontrés et comment soutiennent-ils ce projet? D'abord, la France et l'Égypte sont amis. Ce sont des pays qui ont envie de travailler ensemble. Ce n'est pas nouveau, mais c'est très intense. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes absolument persuadés que nous avons à échanger, à construire sur un certain nombre de secteurs tout à fait clés. L'éducation, la formation professionnelle en font partie. Il y a la culture aussi, il y a le tourisme, il y a un certain nombre d'autres sujets. Mais l'idée que je portais avec les Nations Unies était de se dire, et la France, au fond, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas à profit la force de nos grandes entreprises qui travaillent avec moi depuis très longtemps dans le cadre d'un fonds de dotation européen et international qui a conduit à la création d'un label égalité quasiment universel. Ces entreprises constituent des fleurons, que ce soit L'Oréal, General Electric, Orange, toutes ces entreprises mobiles ici. Et nous nous sommes dit, pourquoi est-ce que ces entreprises qui portent magnifiquement l'image aussi, pas seulement de la France, des valeurs sociales de l'entreprise, ne seraient pas en soutien à une vraie politique d'éducation et de formation des jeunes filles qui, par nature, n'ont pas eu toutes les mêmes chances que d'autres. Je pense en particulier à des quartiers plus en difficulté. Et ce défi, nous sommes en train de le relever. Alors c'est vrai que j'ai visité beaucoup de quartiers. J'ai regardé aussi quels étaient les secteurs. Par exemple, on va travailler sur des secteurs d'avant-garde comme le numérique, le tourisme, l'environnement, le logement, les finances aussi, le business, parce que c'est très important que les jeunes filles se sentent légitimes partout. Et avec les chefs d'entreprise, nous sommes en train de définir des grilles de compétences et de voir comment la coopération peut se créer avec le ministère de l'Éducation qui, et je dois dire que le gouvernement nous réserve un accueil exceptionnel, d'ailleurs je peux le comprendre parce que je pense que nous allons l'aider à ses objectifs et sa grande ambition qui est de faire en sorte que l'éducation soit un vecteur essentiel de l'avenir de l'Égypte, surtout qu'il y a une grande tradition de culture et de civilisation ici, et donc retrouver cette grandeur, cette exemplarité, parce que ce projet qui est né en Égypte, qui va couvrir l'ensemble de l'Égypte, va ensuite concerner les autres pays de la Méditerranée. Et l'Égypte sera l'exemple. Et je pense que ce sera une très belle image. Donc je suis très heureuse parce que c'est un pays qui a une telle ressource, un tel potentiel de croissance que nous devons absolument l'aider à réaliser à travers aussi les femmes. Et donc je suis confiante, je suis très heureuse et je pense que ce sera une façon de continuer le chemin que nous parcourons ensemble. Les entreprises françaises, elles opèrent toujours en Égypte, elles n'ont pas été influencées par les quelques années d'instabilité en Égypte? Elles sont là et bien là. D'ailleurs, je pense à L'Oréal que je voyais ce matin, qui vient d'ouvrir il y a quelques mois son entreprise, une usine de fabrication. Je pense à Orange et donc Mobilil qui développe ses activités. Je pense à des groupes comme Saint-Gobain, etc., qui sont dans des secteurs clés. Je pense au groupe Accor Sofitel. Les entreprises françaises sont là. Encore une fois, la France aime l'Égypte et surtout, nous pensons que nous sommes si proches. Il y a une très jolie phrase d'un de nos grands écrivains qui était Gérard de Nerval qui disait « Il y a trop de passé entre nous pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'avenir ». Je pense cela profondément. Et les jeunes filles, les femmes, sont des exemples qui sont si importants aussi pour le reste de la Méditerranée, pour l'Afrique, que nous devons effectivement faire en sorte que le maximum d'entre elles puissent incarner l'Égypte de demain. C'est ça l'objet. Et le gouvernement, et j'ai eu la grande chance de rencontrer longuement le président Sissi qui m'a semblé, et plus que cela, m'a paru tout à fait convaincu de ce sujet. Oui, pour le président, l'éducation est une priorité. Ça, il le dit depuis le premier jour et il fait tout son possible vraiment pour essayer de faire un développement réel dans ce domaine. Donc votre projet, il consiste à... Alors il consiste d'abord à ne pas dissocier le développement des droits des femmes. Les droits des femmes à aller à l'école, à pouvoir exercer un métier de droit. Je connais parfois les difficultés, mais
Je pense que cette idée de la liberté de choix du métier est très importante. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'à partir de ces grandes entreprises, nous allons définir des modules de formation, si on peut dire, sous l'égide, bien évidemment, du ministère de l'Éducation. Ce n'est pas ma responsabilité, mais de façon à être en adéquation parfaite entre les formations qui seront offertes dans les centres de formation professionnelle aujourd'hui et la réalité des entreprises. De manière ensuite à créer des stages tout à fait performants et de faciliter l'accès direct de ces jeunes filles après au poste, non seulement d'emploi mais de responsabilité, car ces entreprises conduisent toutes des politiques extrêmement ambitieuses partout dans le monde dans leurs filiales en matière d'égalité professionnelle. Donc là, il ne s'agit pas d'improviser. Elles ont des mécanismes, des procédures, et quand une jeune femme entre dans l'entreprise, elle sait qu'elle pourra gravir les échelons. Donc c'est aussi une démarche de promotion. Alors l'idée, c'est de partir du Caire, de quelques quartiers, et très vite d'avoir d'autres sites en Égypte et de couvrir des centaines de jeunes filles qui auront ainsi des carrières autant que des emplois. Et au-delà de ça, c'est de faire en sorte que la France soit au cœur de la réflexion sur l'égalité professionnelle, sur la formation professionnelle, parce que c'est un savoir-faire que nous avons et que nous pouvons tout à fait mettre à disposition du gouvernement égyptien. Mais il faut avoir une approche globale et faire en sorte que ce soit très soutenable, très pérenne. Parce que ces jeunes filles, nous travaillons là sur probablement un projet de 3, 4, 5 ans pour pouvoir les suivre. Et nous ferons travailler également des associations qui pourront aussi les préparer, bien les amener à cette culture d'entreprise qui, vous l'avez noté, sont sur des sujets extrêmement d'avant-garde. Et nous ne sommes pas là sur des secteurs secondaires, mais bien des secteurs d'avenir très porteurs et tout à fait passionnants. Bon, donc justement, le choix de ces jeunes filles-là, qui sont de quartiers très pauvres et de conditions très vulnérables, pour travailler dans des projets d'avant-garde, vous avez dit. Comment vous allez faire pour lier ces deux concepts assez, je dirais pas contradictoires, mais assez éloignés l'un de l'autre? Alors nous avons déjà regardé, bien sûr, on a travaillé sur 1 ou 2 quartiers et on s'aperçoit que les jeunes filles ont suivi par exemple la première partie de leur scolarité et ensuite se sont arrêtées. Et donc on va faire en sorte qu'elles puissent être reprises pour une mise à niveau. Et ensuite, il y aura une sélection des jeunes filles les plus motivées, les plus adaptées aux différentes compétences qui seront proposées par les entreprises. Ce sont des compétences qui, en général, n'exigeront pas de diplôme préalable. Mais par contre, une vraie formation pendant 6 à 8 mois qui sera sanctionnée par une certification du ministère. Donc, on est bien sur une démarche, je dirais, très professionnelle, qui permettra d'identifier à chaque fois, dans chaque quartier, 50 filles qui pourront, avec le soutien des familles et avec un soutien financier que nous apporterons, fréquenter ces centres, être ensuite prises en charge par les entreprises et suivre leur vie et leur carrière. Donc ça sera tout à fait, d'ailleurs, cette responsabilité sera assumée totalement par le ministère, mais nous pouvons apporter des compétences locales pour aider à cette remise en niveau souvent nécessaire. Oui. Et vous assurez aussi avec les entreprises qu'elles vont embaucher ces jeunes filles une fois diplômées? Il est clair que les entreprises qui auront complètement accompagné le processus, aidé à la définition des formations, accueilli en stage, prendront à bord, peut-être pas l'intégralité, mais une partie effectivement de ces jeunes filles. Nous sommes à peu près sur entre 5 et 10 grandes entreprises qui créent quelquefois des centaines, pour ne pas dire des milliers d'emplois. Et donc nous avons tout à fait les ouvertures qu'il faut. Mais c'est ça d'ailleurs qui crée je crois, l'intelligence du projet. Et ce qui intéresse également le gouvernement, c'est qu'il y aura un club, une organisation d'entreprise qui, sur le terrain, ne serait-ce que du dialogue, du partenariat, du conseil, pourra apporter aussi au gouvernement un certain nombre de réflexions. Parce que quelquefois, et c'est le propre de tous les pays, ce n'est pas le propre de l'Égypte, il y a des formations professionnelles qui n'ont rien à voir avec les besoins. Exactement. Et donc là, c'est une façon effectivement de dire, et puis nous réintégrer, j'espère, un peu de français, puisque ce serait quand même une très belle chose que des jeunes filles, peut-être pas en première langue naturellement, ni en seconde, mais en tout cas, retrouvent le chemin du français, parce que nous souhaitons aussi resserrer les liens sur le terrain culturel. Je pense aussi à un autre secteur qui est très important, c'est celui non seulement du tourisme, mais du patrimoine et de l'archéologie, parce que j'observe que sur un
une région et un pays aussi riche de sa culture, nous pourrions très bien permettre à des jeunes filles d'accéder à un haut niveau de possibilités dans un domaine qui va rester, je l'espère, très longtemps très porteur. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans le projet, c'est que non seulement vous l'offrez aux jeunes filles qui en ont vraiment besoin et vous transformez leur avenir de cette manière, mais aussi vous liez vraiment les attentes du marché du travail à ce que les jeunes filles font à l'école. Et ça, c'est ce lien, il manque un petit peu en Égypte, surtout au niveau des écoles techniques. Vous avez tout à fait raison. Et il manque un peu partout dans le monde. Ce que nous sommes en train de faire en Égypte, j'espère qu'on le fera ailleurs. Parce que tous les gouvernements manquent un peu de ce dialogue structuré, institutionnalisé, si je puis dire, entre des entreprises. Il ne s'agit pas d'ailleurs, c'est simplement un dialogue, un partenariat. Mais je crois qu'il est très utile. Parce que si on n'apporte pas à des jeunes filles qui ont envie de travailler une sortie très positive, elles se découragent et nous ferons en sorte en tout cas que par un système de bourse, les familles puissent accompagner ce mouvement. Nous avons également la chance d'avoir des entreprises qui sont formidables. Par exemple PSA qui vient d'offrir un bus pour un des quartiers, qui est le quartier des chiffonniers, parce que nous travaillons avec cette entreprise. Donc il y a une mobilisation et puis surtout, ça voit que les jeunes filles qui ont d'immenses potentialités pourront également être aidés pour aller à l'université, pour suivre également d'autres cursus. Mais disons que là, l'ambition plus générale, c'est de faire en sorte que nous puissions créer des modèles et des exemples dans des quartiers qui sont peut-être un tout petit peu plus éloignés de l'emploi et puis parfois du prestige que représentent ces entreprises qui peuvent paraître inaccessibles. Et là, ce sont les entreprises qui vont tendre la main. Vous qui avez toujours soutenu les femmes et vous êtes battu pour les droits des femmes, quels sont les problèmes majeurs qui font que les femmes n'ont pas aujourd'hui encore tout à fait leurs droits? Alors merci pour cette question parce que la vraie barrière, elle est au fond souvent culturelle. Bien sûr, il y a parfois la pauvreté, l'impossibilité d'avoir accès à des transports ou à des écoles, etc. Mais les barrières sont plutôt culturelles. En Égypte, comme dans une grande partie de cette région, ce qu'on appelle les stéréotypes, c'est-à-dire le fait qu'il y a des métiers qui ne sont pas faits pour les femmes ou qu'il y a des horaires de travail qui ne conviennent pas. Alors parfois, et très souvent, ça peut être respectable, mais souvent, c'est comme ce que nous avons connu plus au nord, en France et en Europe, c'est purement des images qui sont un peu anciennes. Moi, je dois dire que, par exemple, en termes politiques, je suis élue depuis plus de 20 ans. Quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, il y avait quelques dizaines de femmes et c'était pas du tout, comment dirais-je, naturel. Donc, je mesure à chaque fois combien il faut travailler sur la culture, respecter les traditions, ça c'est tout à fait essentiel, respecter les cultures. Mais respecter aussi les droits fondamentaux des femmes à pouvoir simplement être libres de choisir leur emploi et aussi leur vie. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, l'Égypte est prête à cela et il faut vraiment qu'ensemble, nous essayons de passer ce cap, ce qui, encore une fois, n'est pas simple parce que nous savons tous que ce qu'on appelle, encore une fois, les habitudes, les images, tout ce qui fait peu l'environnement et votre rôle en termes de médias est absolument essentiel. Nous le disons souvent au comité des Nations Unies. Il faut créer un environnement positif et porteur pour ces jeunes filles qui sont très intelligentes, très motivées, mais qui quelquefois sont un peu prisonnières de certaines idées reçues. Mais je pense aussi qu'il faudrait que le gouvernement crée une institution qui soutienne vraiment les femmes et d'une façon rapide, puisque quand une femme a un problème ici et qu'elle va vers le tribunal, parfois les procès durent des années, elle n'a pas de source de financement, elle a besoin d'une solution rapide. Donc je pense qu'il faudrait vraiment trouver des solutions rapides aux problèmes des femmes et les soutenir quand elles ont un problème. Bravo, merci de dire cela. Nous avons besoin en effet de deux choses. Moi, je salue la volonté du gouvernement égyptien, par exemple, d'avoir pris cette loi
contre l'excision, interdisant l'excision. C'est courageux parce que là aussi c'est une façon de remettre en question des habitudes très anciennes. Mais le vrai défi pour l'Égypte comme pour les 189 pays qui adhèrent à notre convention aux Nations Unies, c'est de donner une effectivité au droit. C'est-à-dire il ne s'agit pas seulement de dire voilà ce qui est le droit, il faut l'appliquer. Et deuxièmement, l'accélérer. Et vous avez raison, nous venons de faire une recommandation générale sur l'accès à la justice dans le monde pour les femmes. Et on s'aperçoit que ce que vous dites est juste. Lorsque une femme a le courage d'aller devant les tribunaux, c'est très long, parfois c'est un peu coûteux, et lorsqu'elles habitent par exemple dans des zones plus éloignées que les zones urbaines, c'est absolument impossible. Donc, il faut donner du contenu au droit et accélérer. Et ça, je pense que si nous avons aussi des jeunes filles qui réussissent dans leur vie professionnelle, ça peut accélérer le changement. En fait, nous l'avons connu dans d'autres pays et c'est pour le bien de tous. Je dis souvent que lorsqu'on promeut les droits des femmes et surtout quand on leur permet d'exercer des professions, c'est un atout de compétitivité, c'est un atout de démocratie. Et ce qui est très intéressant, c'est que les entreprises ont très bien compris parce que jamais je n'ai contraint une entreprise à entrer dans cette démarche d'égalité professionnelle, ce sont les entreprises qui ont aussi considéré que c'était leur intérêt. Donc c'est une forme d'intérêt partagé pour un pays, pour l'économie et aussi pour le droit. Et je pense que c'est en cela que nous pouvons créer du consensus sur un projet comme cela parce que ça n'est agressif pour personne, c'est très positif et c'est surtout dans l'intérêt du pays tout entier. Le temps consacré à l'émission est terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je sais que votre agenda est très serré, mais c'était un plaisir de vous avoir avec nous sur Nile TV. Merci à vous et merci à l'Égypte. Merci bien et merci donc à vous de nous avoir suivis. Vous voyez, une initiative dont les jeunes filles en Égypte ont vraiment besoin, dont les femmes en ont besoin pour les fortifier, pour les rendre un peu plus indépendantes, plus instruites et surtout optimistes. Ce sont les mères de nos enfants. Nous avons besoin de les soutenir, de les instruire et de les guider sur le bon chemin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse. Au revoir.